Bonjour, je m'appelle Anne-Dominique Desfontaines. J'enseigne le yoga depuis une trentaine d'années et je suis praticienne en Ayurveda depuis une petite dizaine d'années. J'ai envie de partager avec vous comment les trésors de ces disciplines accompagnent et transforment notre quotidien, ou votre quotidien. Bonjour Anne-Dominique. Bonjour Caroline. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Ravie aussi. Il y a un thème dont j'ai très envie de parler avec toi aujourd'hui. Tu es prof de yoga, mais tu es aussi praticienne en Ayurveda. C'est un thème dont on n'entend pas encore beaucoup parler en France. J'aimerais bien aujourd'hui aller explorer ce thème-là avec toi. Oui. Et que tu commences en introduction de ce podcast par nous expliquer ce que c'est que l'Ayurveda, tout simplement. Ah, tout simplement. Donc, effectivement, l'Ayurveda commence à poindre son nez en France. Il commence à arriver un peu dans les accompagnements santé, aux côtés d'autres médecines dites parallèles, parce qu'on commence à avoir non seulement des praticiens qui officient en France, mais aussi quelques enseignements qui nous permettent d'entrer en contact avec ces connaissances si spécifiques, ce point de vue si spécifique que propose l'Ayurveda. Donc l'Ayurveda, c'est quoi ? C'est une médecine, c'est la médecine traditionnelle indienne. Donc c'est une médecine qui est vieille de plusieurs milliers d'années, dont le nom Ayurveda porte le nom Veda. Veda, ça veut dire connaissance, et Ayur, ça veut dire la vie. Donc c'est une science des connaissances de la vie. Et les textes qui relatent de cette discipline sont retranscrits dans des textes qui ont plus de 4-5 000 ans, qui sont les Védas, dans lesquels on trouve aussi l'enseignement, une partie de l'enseignement du yoga d'ailleurs. Tu l'as rencontré comment, l'Ayurveda ? Et depuis combien de temps ? Comment ça t'est venu ? Comment tu l'expérimentes ? J'ai commencé par... j'ai d'abord eu un premier coup de foudre dans mon premier voyage en Inde, il y a une 15-20 ans, où j'ai commencé par une mini-cure ayurvédique. Et dans cette mini-cure, on reçoit les soins ayurvédiques. Donc j'ai reçu ces premiers massages et accompagnements aussi des thérapeutes où on se dit la qualité d'accompagnement qui est très différente de la présence des médecins allopathiques qu'on connaît. Et j'ai eu un coup de charme sur cette présence de cœur. Je sentais que ces soins, cet accompagnement touchait différentes parties de mon être. Et j'avais cette sensation que donc les cures, ça se passe souvent par des thérapies corporelles, donc des massages. Et j'avais cette conscience que ces massages œuvraient bien plus que simplement sur la détente musculaire, qu'il y avait quelque chose qui venait toucher profondément mon être et œuvrer potentiellement pour une guérison. Alors en particulier, je raconte souvent, j'ai déjà raconté cette histoire pour le premier massage, il y avait une femme elle avait appris les massages quand elle avait 10 ans. Donc vraiment, c'est des gens qui pratiquent le massage. Ils ont la conscience du corps, de la matière complètement intégrée dans une connaissance intuitive complètement pleine, quoi. Et donc, avant que le massage ne commence, elle a chanté un mantra. Et à chaque fois que le massage commençait, elle chantait un mantra pour réveiller le pouvoir de guérison. Donc elle appelait Davantari, qui est la déesse de la guérison, pour l'évoquer, pour que la guérison soit réveillée, que œuvre pour le temps de cette séance, et puis aussi pour que ça soit, dans mon univers à moi, que ça soit réveillé. Et des fois, elle me regardait, et puis elle me disait, mais vas-y, chante aussi. Elle me grondait presque que je ne fasse pas œuvre de réveiller mon propre pouvoir de guérison. Genre, mais tu crois que ça va se passer comme ça si tu fais rien du tout ? Vas-y, il faut que tu pries, chante aussi. J'ai trouvé ça incroyable, je trouvais ça très touchant. Enfin, voilà, j'ai été charmée. Donc c'était ma première rencontre avec l'Ayurveda en Inde par ces soins corporels. Et longtemps, j'ai cru que ce n'était que, entre guillemets, que des soins corporels. Avant que j'ai eu cette chance de, cherchant, avec un appétit de connaissance, de vouloir comprendre autrement la santé pour une question qui m'était propre de santé personnelle, avec un mécontentement de l'accompagnement que je trouvais en Occident, je me dis, je veux comprendre autrement. Et là, j'ai cherché, et je suis arrivée sur l'Ayurveda et les connaissances, comment l'Ayurveda pense la santé, comment elle pense l'équilibre de l'humain. Et donc, un point de vue tout à fait différent de ce qu'on rencontre dans l'allopathie. Et comment tu le pratiques alors ? Comment tu le transmets ? Tu parles de prise de conscience que ce n'était pas uniquement des soins. Ouais.
Comment aujourd'hui, quand on vient en séance ayurvédique chez toi, comment toi tu transmets ça? Il y a les soins, comment ça se passe? Oui, Tu transmets comment? C'est pas uniquement oui, c'est pas uniquement des soins corporels, c'est ça. Comment je transmets? Alors il y a quelque chose qui est intéressant, nous en Occident, pour l'Ayurveda, c'est de comprendre, de s'approprier la compréhension qu'ils ont de la santé, avec que cette vision peut nous apporter de la santé en fait. Quand on va faire une cure en Inde, on reçoit la cure de façon assez passive, mais on monte pas en connaissance de notre santé, en autonomie. Nous, comme en France, on l'exerce pas de la même façon, et puis on est très cérébral et on aime bien comprendre, et quand on comprend, ça nous aide aussi à avancer. Donc, dans une pratique, il y a une pratique où j'aide à comprendre. Je pratique sur ça, sur la transmission de comment fonctionne la santé pour une personne. Comment fonctionne le désordre pour elle. Où se situe le désordre. On essaie de voir ensemble. Voilà. Donc, il y a aussi un accompagnement de connaissance de soi. Oui, et c'est toute la question que j'allais te poser aussi après, c'est est-ce qu'il y a une différence Ayurveda en Inde et en France? Donc tu réponds en partie à cette question, c'est-à-dire que en France, on a quand même besoin d'être accompagné sur ce soin finalement, de comprendre comment on peut s'attribuer aussi les bienfaits. Est-ce que c'est ça? Tu parlais aussi d'aider à comprendre, à nous rendre plus autonomes là-dedans, dans tes séances ayurvédiques. Est-ce que par exemple, tu parlais de désordre aussi? Est-ce qu'on parle de désordre énergétique? De quel désordre tu parles? Ah oui, je parle des désordres. Alors, en Ayurveda, le point de vue, peut-être qu'il faut commencer à dire un peu quel est le point de vue si original de l'Ayurveda par rapport à la santé. L'idée en Ayurveda, c'est de dire qu'on est constitué de 3 énergies qu'on va appeler 3 doshas. Dosha, ça veut dire ce qui se déséquilibre. Donc ça veut dire, on a bien conscience que cette énergie, il est en permanence en déséquilibre, déséquilibre. Voilà. Et on a chacun une certaine constitution spécifique de ces doshas. Donc on va les nommer. Le premier dosha s'appelle Vata, qui correspond à tout ce qui est le mouvement. Deuxième dosha s'appelle Pitta, qui correspond à tout ce qui est la transformation, tout ce qui fait office de tout ce qui va servir à la transformation en soi. Et le troisième s'appelle Kapha, qui correspond à tout ce qui est le lien, la matière. Donc, on a ces 3 composantes. Donc, on est tous composés de ces 3 composantes. De ces 3 composantes. C'est comme quelqu'un a, par exemple, une grande quantité de Vata, une petite quantité de Pitta, une grande quantité de Kapha. Donc, on va dire il va être Vata Kapha en dominante. Quelqu'un va être beaucoup de Vata et très peu de Pitta, très peu de Kapha, il va être dominante Vata. Ou alors beaucoup de Kapha, très peu de Vata, très peu de Pitta. Voilà. Donc on a des dominantes. Et ça, toute notre vie, on va rester avec cette dominante. Ça, c'est un point de vue qui est intéressant parce que ça nous donne la notion d'unicité et de spécificité. Ça veut dire que nos énergies personnelles, dans lesquelles on va se déployer, dans lesquelles on va agir, et même ce qu'on va aimer faire, ce qu'on va avoir besoin de faire aussi, ne va pas être les mêmes pour tout le monde. Nos besoins sont spécifiques à nos énergies dominantes. Quelqu'un qui a beaucoup de Vata va avoir besoin de beaucoup bouger. Il va aimer bouger, mais il va avoir besoin de bouger, physiquement ou psychiquement. Donc, soit d'être créatif, soit de bouger, danser. Quelqu'un dont on n'aura pas tous les mêmes besoins, même alimentaires. Et cette notion de spécificité, d'unicité, elle est d'actualité dans cette révolution qu'il faudrait faire de l'éducation pour les générations à venir, pour ce nouveau monde qui a besoin de prendre en compte l'énergie de chacun énergie pour construire ce collectif. Oui. Énergie qui évolue pour chacun au fil des années, au fil des épreuves qu'on traverse, au fil. Oui, mais on reste dans cette dominante. On reste chacun dans notre voilà. Et donc en Ayurveda, dire la maladie ou le désordre, c'est quand un de nos doshas, pas forcément celui qui est dominant, se déséquilibre, est en excès ou en défaut. Il est trop déséquilibré par rapport à ce qui constitue notre constitution de base. Et donc, ce déséquilibre va créer des désordres dans la matière, dans le corps, ou psychique. Et l'Ayurveda s'occupe de ça, de voir quel dosha est en déséquilibre. Donc, un déséquilibre d'un dosha va avoir un impact. Le dosha déséquilibré va venir impacter les parties faibles. Donc, il va créer des éruptions cutanées, des constipations, des œdèmes, selon le dosha.
Donc nous, on s'intéresse non pas à s'occuper de l'œdème, mais on s'intéresse à s'occuper du dosha kapha qui est en excès. On s'intéresse à la source, à la déséquilibre. L'Ayurveda, je dis, s'intéresse à la cause et non pas aux symptômes. En général, la médecine allopathique s'intéresse aux symptômes, c'est-à-dire elle veut réduire l'œdème. Nous, on veut s'occuper du dosha kapha qui a créé l'œdème parce que c'était la zone faible sur laquelle il a pu rentrer. Mais s'il ne rentre pas là, si on ne rééquilibre pas kapha, il va rentrer ailleurs. Donc ça, tu le rééquilibres, si j'entends bien, ça passe par les soins, par l'alimentation. Par le rythme de vie, par les pratiques corporelles, les pratiques corporelles qu'on va souvent introduire avec l'Ayurveda, c'est les pratiques qui sont liées au yoga ou d'autres, Qigong, mais c'est des pratiques corporelles assez souples, mais aussi ou des choses dynamiques aussi parfois, des techniques de respiration, l'ajustement de sa vie avec les saisons, ça c'est quelque chose qui est très important, l'ajustement de sa vie par rapport à le cercle, avoir conscience de comment on se nourrit, et comment on se nourrit dans l'alimentation, mais comment on se nourrit aussi dans les relations avec l'environnement qu'on choisit. Si on choisit un environnement professionnel qui nous donne des nourritures toujours toxiques, on choisit, c'est les nourritures au sens large, comment on se nourrit. Et c'est cette nourriture qui va venir, qu'il nous faut rééquilibrer. Parce que la nourriture, c'est très intéressant. C'est en ce sens aussi l'Ayurveda est c'est holistique. Ça veut dire qu'on parle du corps physique, on parle du corps énergétique, du corps psychique, du corps spirituel, que tous ces corps sont concernés. Et que, si tout d'un coup, on a une dominante, on a trop de piquant, si on a trop de piquant dans le corps, c'est-à-dire on a trop d'attributs de piquant, on va avoir des attributs de piquant dans le psychisme. C'est-à-dire que ça passe d'un corps à l'autre. Et dans le piquant, on va avoir plus facilement des colères, plus facilement de l'irritabilité, plus facilement il y a une corrélation entre les différents corps par les attributs. Donc, ça circule, ça veut dire qu'on peut aussi réguler un tempérament très excité en changeant l'alimentation parce qu'on va apaiser les choses qui viennent exciter psychiquement. Et si on change l'alimentation, on va apaiser aussi les attributs excitants. Quel est le lien avec le yoga, justement, que tu as cité un petit peu avant ? Alors, il y a beaucoup de liens avec le yoga. D'ailleurs, d'abord parce que le yoga, les premiers textes du yoga se trouvent dans les Védas, donc c'est les mêmes sources de textes. Et si on va dire, dit rapidement, le yoga va s'occuper de notre déploiement spirituel. C'est que l'esprit soit à l'aise dans ce corps. Et l'Ayurveda, c'est la science de la vie, donc elle va s'occuper de la vie dans la société. On ne peut pas faire de yoga si on n'est pas en bonne santé, si on n'est pas capable de réaliser, si on n'est pas capable de manger correctement, si on n'a pas une bonne santé physiologique. Donc, du yoga sans les connaissances de l'Ayurveda, c'est très difficile. Et puis, dans l'autre sens, le yoga donne un ensemble de techniques. Donc, il y a beaucoup de choses dans le yoga qui sont des pratiques corporelles, des pratiques de respiration, des pratiques psychiques qui sont moins connues, mais dont on parlera probablement une autre fois, qui sont les yamas et les niyamas, qui nous permettent de prendre appui pour nettoyer, entre guillemets, nos relations à nous-mêmes et aux autres, et qui sont d'une grande utilité pour la pratique de l'Ayurveda. Parce que l'Ayurveda, finalement, ce qu'on veut pour être en bonne santé, c'est nettoyer les canaux. Ce qu'on veut, c'est ranger les doshas à leur place et nettoyer les canaux. En fait, Et ça fera peut-être le sujet d'un autre podcast, mais je t'entends aussi souvent parler du vastu avec l'énergie. Il y a aussi des connexions à faire. Ayurveda, yoga, vastu, c'est encore un autre sujet, mais il s'agit bien aussi d'énergie. Oui. Ouais. Donc on pourra parler d'énergie globalement, mais oui. C'est sûr que le vastu fait partie de l'Ayurveda. En fait, dans les textes de l'Ayurveda, il y a un sous-texte qui est l'énergie du lieu. Et tu reviens d'Inde, justement, tu es resté 3 semaines, tu y retournes régulièrement. Comment ça résonne l'Ayurveda ? Qu'est-ce que tu en as retenu là pour ces prochaines semaines ? Et puis aussi, ce qui m'intéresserait, c'est que tu nous partages les différences, ou en tout cas la manière dont c'est enseigné en Inde et les différences qu'il y a avec la France. Alors oui, je reviens d'Inde tout juste, là, ça fait à peine une semaine et je suis même encore dans la descente. Parce que j'ai fait 3 semaines de ce panchakarma,
21 jours et je faisais encore un soin le dernier jour avant de partir. Donc, il y a toujours un temps, je dis ça pour un temps c'est un peu comme dans les jeûnes, il y a un temps avant, le temps de la pratique et le temps de descendre. Donc, je suis encore un peu dans cet espace. Et voilà, donc c'était quand même une très grande chance de pouvoir faire cette pause. C'est vraiment un ressourcement incroyable. Et ça réveille encore cette expérience de la puissance des soins corporels, en fait. Parce qu'essentiellement, dans ce temps de cure, de panchakarma, c'est des soins corporels. Alors, les huiles sont spécifiques, c'est des huiles thérapeutiques, donc elles sont agissantes, et vraiment la peau vient recevoir cet aliment. On a aussi des herbes qui sont utilisées sur la peau, dans les huiles, aussi des plantes qui sont données par le médecin pour notre l'équilibre de nos doshas, de ceux qui sont déséquilibrés. Il y a cette pratique quotidienne du yoga aussi, qu'on a la chance de pratiquer au petit matin à 5 heures du matin. Et ça n'a rien à voir avec se lever à Paris à 5 heures du matin pour faire du yoga, ce qui est pour ma part impossible. Mais en Inde, c'est un régal. Et puis j'avais la chance de loger derrière un temple, donc j'avais le chant des mantras qui commençait à 5 heures du matin jusqu'à 10 heures du matin, qui en même temps portait la pratique. Donc, et les mantras, donc c'est des chants qui sont chantés en sanskrit, et c'est des chants, c'est puissant. Les mantras, c'est agissant, c'est une vibration agissante dans le corps. Ça élève l'âme, ça agit. Donc ça accompagne très très bien la pratique du yoga. Donc il y avait cette pratique de yoga quotidienne, cette prise de plantes, ce temps qu'on donne pour soi, où on fait rien, pas rien, mais... et puis le temps des soins corporels. Je dis le temps où on fait rien, mais on ne fait pas rien. Ça me résonne que tout à l'heure, j'avais une personne qui est venue pour faire un massage, et elle me dit, j'arrive pas à rien faire. Parce qu'elle est très agissante, il faut toujours qu'elle écrive des livres, qu'elle voit des clients, elle est thérapeute aussi, et qu'elle travaille tout le temps, et dit quand je fais rien, j'arrive pas, il faut que je me force. Et en fait, j'ai dit, mais quand t'as l'impression que tu fais rien, tu ne fais pas rien. Tu fais simplement, on arrête de faire marcher cette dominante mentale ou cette dominante agissante, et on vient donner l'opportunité à d'autres espaces en soi d'être nourris. Donc c'est au contraire extrêmement agissant. Mais la conscience n'est pas là qu'on va laisser agir. Je lui disais cette blague, c'est il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement actifs, mais qui sont très paresseux, c'est-à-dire qu'ils n'agissent pas du tout sur ce qui est important pour soi. Ils sont très agissants à l'extérieur, mais pas du tout agissants intérieurement. Donc ils s'activent à des choses complètement inutiles. Donc c'est ce que mon enseignante de yoga disait, ce sont des grands paresseux. Il y a des grands paresseux qui ont l'air très actifs. Bon, c'est une digression. Donc, ça me fait raisonner sur comment je pratique l'Ayurveda en France. Ne serait-ce que par rapport au massage. Moi, je recevais des massages en Inde, donc tous les jours, pendant ces cures, on baignait d'huile. Mais évidemment, il fait 35 degrés. On est sur des tables en bois qui absorbent l'huile, où on peut laver à grande eau. Enfin, le contexte est complètement spécifique. Il fait très chaud. Et vraiment, on a des grandes quantités d'huile. L'idée de l'Ayurveda, c'est aussi vraiment c'est d'avoir plein d'huile qu'elle nourrisse. Et laisser le temps d'infuser. Ouais, non, les massages sont assez rapides. Ouais. Et en fait, on ne peut pas du tout pratiquer comme ça en France. Parce que d'abord... Tu fais pas ça chez toi, sur ta table, à mettre plein d'huile. Non, mais parce que les gens viennent pas tous les jours, ils sont pas en cure, il fait pas cette température-là, il n'y a pas ce rapport, cette ambiance, ne serait-ce que ce rapport aux soins, même ce rapport à la nudité. Moi, je parlais ça avec le médecin qui va venir faire des soins en France. Le rapport par rapport à la nudité, en France, il faut prendre ses précautions, très précautionneux. En Inde, les femmes massent les femmes, et les femmes sont nues. Enfin, il y a quelque chose, on masse le corps, tout le corps. La question ne se pose pas de pas masser tout le corps, quoi. Donc, je reviens sur le massage Abhyanga, même le massage à l'huile, je le pratique tout à fait différemment. Et ça n'aurait pas de sens que de le pratiquer de la même façon, parce que si les personnes viennent une fois puis ne reviennent pas, on n'est pas dans les mêmes soins. Donc moi, je fais vraiment plus un travail plus sensible, plus thérapeutique, immédiatement, plus sur les marmas, sur les chakras, plus énergétique aussi. Je travaille au niveau des tissus, mais je travaille aussi au niveau énergétique. Les marmas, dis-nous.
Alors, les points Marma, c'est 108 points qui sont dans le corps, qui sont c'est des points de résonance de tous les corps, sur le corps physique, sur le corps psychique, sur le corps spirituel. Donc, quand on vient travailler ces points, c'est comme si on revissait un peu tous les corps en adéquation les uns avec les autres. C'est des points, ils sont sur le trajet des méridiens. La médecine chinoise, je les travaille tout à fait différemment. Donc oui, la pratique en France, en Occident, enfin en France, elle va être très différente de ce qu'on trouve en Inde. Mais ça n'empêche qu'il y a des lieux de cure. Je connais quelques centres en France qui font des cures qui ressemblent à ce qu'on peut trouver en Inde. J'allais dire à l'indienne, mais ça ne sera pas à l'indienne parce que le climat n'est pas le même et l'alimentation va être ayurvédique, mais locale. Et la fréquence, ce serait quoi? Parce qu'effectivement, c'est pas la même manière de recevoir ces soins, Inde et France. Et en France, ce serait quoi la bonne fréquence? Je sais qu'on est tous différents, mais... Je ne peux pas répondre à cette question. Je peux dire que c'est intéressant. C'est comme pour le yoga, je dis il faut faire des stages, il faut faire des retraites, il faut faire des cures d'ayurvédique. De temps en temps, il faut faire des cures. Mais où on est un soin, où on laisse le corps être agi et agir, et que les cellules réparent, parce que c'est autre chose que je disais, donc, que j'ai vraiment vécu aussi dans cette cure-là, c'est cette notion fractale, c'est que les cellules retiennent les émotions. C'est-à-dire que c'est fractal. Des fois, on dit les organes ont des émotions, mais les cellules aussi. Donc, on vient agir, quand on agit sur le corps, sur les tissus du corps, on vient agir profondément dans cette transformation. Donc, je dis, une fois dans sa vie, c'est très intéressant de faire un panchakarma. 2 fois dans sa vie, c'est très, très, très intéressant. Après, faire des soins corporels, je pense qu'il faut vraiment réintroduire ça en France. Il faut introduire le toucher. Le toucher, on est en manque de thérapie corporelle, de soins corporels, de toucher. Moi, je suis vraiment, j'allais dire charmée, mais je suis tout en amour sur la capacité de transformation du toucher dans un massage. Parce que le toucher, il y a quand même vraiment beaucoup d'amour qui se donne, quoi. La main, elle comprend l'énergie de l'autre, elle vient agir, les différents espaces qui sont en carence. On sent, c'était très agissant, le toucher. Et c'est une puissance qu'il nous faut réintégrer vraiment en France. Donc, après, combien de fois, ça dépend. Quelqu'un qui a beaucoup, selon certains déséquilibres, il va falloir faire plus avec des professionnels. Mais se masser, automasser avec son compagnon, avec ses enfants, mais ça devrait être introduit dans le quotidien. Ça ne veut pas dire tous les jours, mais dans le quotidien, c'est-à-dire une aisance de massage, ou même d'automassage. Moi, je fais des séances d'automassage, c'est formidable, mais je vois que pour certains, c'est des découvertes totales. Mais après, ça devient complètement un réflexe de se masser la tête et de comprendre, de laisser ses mains agir de façon intelligente, ou de masser les pieds, ou de masser les bras. Ouais, on s'est déconnecté de ça totalement, quoi. Oui, oui. Et en France, d'ailleurs, l'Ayurveda, ça en est où? C'est encore les balbutiements? C'est une médecine parallèle, enfin voilà, c'est pas une médecine, donc il y a toute cette vigilance de rester bien à sa place, hein, donc en particulier avec les types de traitements qui peuvent ou pas être proposés, dans les purges, dans les nettoyages, il y en a certains sont vraiment classiques en Inde, ne sont pas autorisés en France, et puis dans tout ce qui est plantes aussi, puisque voilà, la pharmacopée, c'est toujours faut faire un peu attention. Mais je pense qu'il y a vraiment des choses à faire parce qu'il y a des grandes connaissances. L'Ayurveda est pleine de bon sens. C'est vraiment, quand je l'ai appris, quand j'ai découvert la théorie, ce qui m'a le plus frappé, c'est le bon sens de la chose. Et ce bon sens, il serait de grande utilité pour accompagner les malades. Donc les maladies, quand on est en soin de quelque chose, ou même que ça soit toutes sortes de maladies, je ne veux pas nommer, mais... Donc, ce que je veux dire, aux côtés des médecins, c'est que c'est une médecine, c'est une connaissance qui on va pas prendre la place de l'allopathie, mais elle a une vraie place à côté pour donner d'autres connaissances. Donc, ça serait vraiment super que aussi des médecins s'ouvrent à l'Ayurveda
et expérimentent cette puissance thérapeutique, aussi agissante sans comprendre, en allant en Inde, ou alors en comprenant quel est son point de vue, comment on comprend l'importance des saisons, l'importance de l'alimentation, l'importance des épices, l'importance du toucher, l'importance des rythmes, des choses qui sont simples. Simple, ça ne veut pas dire facile à transformer, mais simple dans le bon sens. Et donc qu'on peut porter avec une parole et qu'on peut soutenir, qu'on peut accompagner quelqu'un. C'est puissance, le mot de la synthèse. Oui. Transformation, puissance. Oui. Non, mais pour le mot de la fin, je dirais que je pense que l'Ayurveda va bien se déployer. C'est une bonne chose. Moi, je suis toujours un peu douteuse sur les tests en ligne, quel dosha je suis, toutes ces choses-là qui font des c'est un peu comme l'automédecine. On a l'impression qu'on va vite comprendre. C'est quand même un peu complexe. Donc ça demande quand même un peu de finesse. Mais je pense que ça va bien se déployer, un peu comme le yoga il y a quelques années. Ça va prendre une belle place, je pense, dans notre société. Ouais. Super. Eh ben, merci pour ce témoignage. Merci. C'était très enrichissant. J'espère que les auditeurs en apprendront tout autant que moi aujourd'hui. Ça m'a beaucoup nourri. Donc, merci beaucoup. Merci, et à très bientôt. À très bientôt. Vous pouvez retrouver toutes mes activités, cours, ateliers, retraites et accompagnement ayurvédique sur le site yogasphinx.fr et me suivre sur Instagram, Anne-Dominique Desfontaines. Merci, à très bientôt.